Par son père, Guillaume X, et sa mère, Aliénor de Châtellerault, Éléonore de Guyenne, dite Aliénor d'Aquitaine, née à Belin-Béliette, fait partie de la dynastie des ducs d'Aquitaine et elle sera l'héritière d'un riche domaine. Le Poitou, la Saintonge, l'Angoumois, la Marche, le Limousin, le Périgord, la Guyenne et la Gascogne. Aliénor d'Aquitaine a été reine de France de 1137 à 1152 à la suite de son mariage avec Louis VII, puis reine d'Angleterre de 1154 à 1204 en épousant Henri II. Elle deviendra mère de 3 rois et bouleversera les traditions masculines en tenant un rôle important dans les affaires publiques, notamment en prenant une place centrale dans les relations entre les royaumes de France et d'Angleterre. Le Moyen Âge est la période post-romaine régie par un système féodal avec suzerains et vassaux. C'est le siècle de l'art roman, dont l'une des principales caractéristiques est la voûte en berceau, et la naissance de l'art gothique, avec des voûtes en ogive et des arcs boutants pour permettre une plus grande élévation de l'édifice, telle Notre-Dame de Paris. C'est une période de grande ferveur chrétienne en France, avec pèlerinage et croisade. Le rôle des femmes prendra de plus en plus d'importance au sein de la société. Elles pourront, selon leur rang, être instruites, formées à des métiers et être préparées à gérer les terres en l'absence de leurs frères et de leurs époux. Aliénor d'Aquitaine sera à ce titre une femme de son temps. Moi, Guillaume X, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers, et mon épouse Aléanor de Châtellerault, sa mère, nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre fille Aliénor. Aliénor d'Aquitaine, née ce jour à Belin, tout près de Bordeaux, à quelques lieues du pays de Buch. Notre enfant Aliénor recevra une éducation soignée qui sied à la noblesse de son temps à la cour d'Aquitaine, l'une des plus raffinées du XIIe siècle. Elle apprendra le latin, la musique, la littérature et sera initiée à la chasse, à la fauconnerie de Longton, sur le havre d'Arcanson. Son grand-père Guillaume IX, troubadour, célébrait l'amour courtois et a créé une cour dédiée à la musique et à la poésie. La duchesse Aliénor ne dérogera pas à cette tradition familiale. Mademoiselle Aliénor, qu'écrivez-vous? Un poème pour mon cher père. De quoi parle-t-il? Des beautés que le Seigneur a créées. Pouvez-vous me lire quelques vers? Avec ton amour pour raison de vivre, avec ton courage pour survivre, je me sens fleurir. Cher père, vous êtes le créateur de mes sourires. Oh, continuez, Mademoiselle Aliénor, cela me semble bien délicat.
J'ai 15 ans. Suite au décès de mon père Guillaume X, on me confie au bon soin du roi de France Louis VI. Il faut dire qu'Aliénor est l'héritière du plus beau des duchés, tant par sa superficie que par sa culture et son raffinement. Non seulement le roi de France va penser à ses propres intérêts, mais il va aussi respecter le souhait exprimé par le duc d'Aquitaine au moment de sa mort, à savoir le mariage de son fils Louis le Jeune avec Aliénor. Les jeunes époux ont respectivement 15 ans pour Aliénor et 16 ans pour Louis. Beati omnes qui timant dominium, qui ambulant in viis eius. Gloria Patri. Le mariage a lieu cette même année 1137 en la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Aliénor apporte au roi de France l'Aquitaine, qui comprend la Guyenne et la Gascogne, ainsi que le comté de Poitiers. Il n'en demeure pas moins que ces terres resteront indépendantes et ne pourront être annexées au royaume de France qu'à la naissance d'un premier fils. 2 semaines plus tard, sur le chemin les menant à Poitiers, les jeunes mariés sont informés du décès du roi de France. Fils de Louis VI, je deviens roi de France sous le nom de Louis VII, de la dynastie des Capétiens. On m'appellera Louis le Pieux. Mon épouse Aliénor est couronnée reine de France à Noël en l'an 1137, à Bourges. Maintenant installée à la cour royale de France, accompagnée par sa jeune sœur Pétronille, Aliénor découvre que l'ambiance ne ressemble en rien à celle du comté de Poitiers.
Vois ma sœur comme les journées semblent longues. Penses-tu t'accommoder de cette nouvelle vie? Non, je veux installer les mœurs et coutumes du comté de Poitiers, qui est plus évolué et plus raffiné, et redonner sa place à la poésie des troubadours. As-tu remarqué comme tout est terne ici? Les vêtements, les tentures et tout notre entourage. Tout cela va changer, avec de nouvelles étoffes comme des voiles de soie légères et très colorées. Il serait bon de l'agrémenter avec des produits du Proche-Orient comme le musc, le santal, les confitures de rose et le gingembre. La jeune reine transforme ainsi l'ambiance terne de l'entourage du roi. Elle préside des tournois auxquels participent des chevaliers qu'elle fait venir d'Aquitaine et de Poitiers. Je suis impressionné par la beauté et le charme de mon épouse, et je vais en concevoir quelques jalousies. Voici quelques rimes composées pour elle. Quand je la vois, tout mon semblant, mes yeux, mon visage et mon teint trahit le trouble qui m'étreint, et tremble comme feuille au vent. Je n'ai plus de sens qu'un enfant. Tant suis-je d'amour entrepris, et d'un homme à ce point épris peut avoir un amour grand. Les premières années de leur mariage sont des années de bonheur, mais cela ne dure pas. Ils ont des caractères très différents, autant Aliénor est enjouée,
sûre d'elle-même, autant louée à l'allure d'un moine, dit-on. Il est vrai qu'il n'aurait jamais dû régner imprégné de religion, il se destinait à la vie monastique. C'est l'époque des croisades. Le pape Eugène III appelle à la deuxième croisade, car les terres saintes et les chrétiens sont en grand danger. Je vous adresse cette supplique afin que vous entrepreniez au nom de la Sainte Église catholique une nouvelle croisade en terre sainte. La perte d'Édesse est cruelle, c'est l'une des plus anciennes villes orientales chrétiennes. Ceux qui ont terminé la première croisade ou sont morts en cours de route ont reçu l'absolution complète. En octroyant quelques privilèges aux croisés, je leur promets la protection pontificale. Louis VII décide d'y participer avec son épouse. Arrivé aux confins de la Syrie, Aliénor se lie avec son oncle Raymond de Poitiers, prince d'Antioche. La reine retrouve cet oncle tant admiré lors de sa prime jeunesse. Elle est très sensible à son charme de troubadour, doublé d'un guerrier fin stratège. Elle est subjuguée par l'Orient. Hola, estimada Dobeda. Faye molt de temps que no tenía el player de verte. Mon cher oncle, votre cour est si accueillante et colorée qu'elle me rappelle mes terres d'Aquitaine. C'est mon vœu le plus cher de les conserver. Nous sommes en péril à cause de cette guerre. Édesse est à nouveau aux mains des Ottomans, ainsi que les places fortes à proximité d'Antioche. Mais les croisés sont là pour vous aider. Oui. Et pour cela, encore faudrait-il que votre époux, le roi, accepte le projet que nous souhaitons mettre en place avec les barons. Il faudrait d'abord récupérer l'ensemble des territoires avant d'aller sur Jérusalem, mais pour l'instant, il s'y refuse. Je vais plaider auprès de lui en faveur de votre projet, car il me semble aussi que les adversaires de Jérusalem soient plus nombreux et mieux armés que nous. C'est une source de conflit pour le couple, car Raymond de Poitiers est très proche de la reine, qui partage son avis, et Louis VII prend ombrage de l'attitude de son épouse et mûrit sa vengeance. Il lui fera payer son déshonneur. L'entêtement de Louis VII de reprendre directement Jérusalem fut une erreur politique et un échec. De ce fait, Aliénor, peinée et furieuse, refuse d'accompagner le roi pour le retour. Il se fera alors dans 2 bateaux différents. Arrivé en Italie, le pape Eugène III, au courant des problèmes du couple, les accueille. L'accueil est chaleureux. Souvenez-vous de ma bénédiction lors de votre départ, dans un climat de confiance et d'entente. Souvenez-vous, vous vous êtes engagés dans une vie commune pour mener ensemble le bonheur de votre peuple, pour écouter ses doléances et chercher à les apaiser. Il tente de les réconcilier.
Cela semble réussir au couple car s'ensuit la naissance de leur deuxième fille, Alix. De retour en France, le roi change d'attitude. Toujours attentionné auprès de son épouse, mais avec plus de fermeté dans l'administration des territoires, écartant complètement la reine dans la gestion du royaume. Difficile pour Aliénor d'accepter une mise à l'écart. Je n'accepte pas cette mise à l'écart. Calmez-vous, ma reine. Sa Majesté reviendra peut-être sur de meilleurs sentiments à votre égard. Je crains que non, hélas, et je dois prendre une décision qui va provoquer beaucoup de bouleversements. Je détiens 3 fois plus de terres que le royaume de France, territoire de mon époux. Et compte tenu de cette situation, de sa force politique, je demande l'annulation de notre mariage au pape et j'invoquerai un lien de parenté trop proche, ce qui me sera sûrement accordé. Dans cette séparation, une femme est à l'initiative de la demande, et c'est Aliénor, fait extrêmement rare pour l'époque. Leur divorce est prononcé le 21 mars 1152. Elle conserve ses terres d'Aquitaine, appauvrissant de fait le royaume de France. Elle a 30 ans et la vie devant elle. Deux mois plus tard à Poitiers,
Aliénor épouse Henri de Plantagenet, duc de Normandie, héritier du royaume d'Angleterre, qui possède déjà sur le sol français la Normandie, l'Anjou et le Maine. Le 18 mai de l'an de grâce 1152, le mariage a lieu dans la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Plantagenet viendrait du surnom donné à Geoffroy V, mon père, qui avait l'habitude de porter un brin de genêt à son chapeau. Il appréciait particulièrement cette fleur et en favorisa les plantations. Ce surnom a perduré et il est devenu celui de notre maison royale. Nous sommes descendants de Vikings et de Guillaume le Conquérant. J'apporterai par succession le royaume d'Angleterre en 1154. Je suis toujours en possession de mes terres d'Aquitaine, qui passent du royaume de France au royaume d'Angleterre. Avec ce second mariage, Aliénor est rayonnante de bonheur. Henri et Aliénor passent les premières semaines de leur mariage en Aquitaine, puis Henri regagne l'Angleterre. On voit Aliénor combler de biens les abbayes de son domaine, rédiger une charte pour l'abbaye de Fontevraud. C'est une toute jeune abbaye que nous visitons le 21 mai 1154. Fondée par Robert d'Abrissel pour y fixer sa communauté, c'est un ordre double composé de moines et de moniales, tous situés au même endroit, mais séparés les uns des autres. Seule l'église reste un lieu commun. L'autorité de ce lieu sacré est confiée à l'abbesse Pétronille de Chemillé, qui gérera les ordres masculins et féminins. Une autre communauté est arrivée à ma connaissance par la correspondance que je viens de recevoir de l'abbesse Hildegarde von Bingen. Cette abbesse est compositrice, poétesse, prophétesse, mais aussi naturaliste, médecin et dotée d'une grande spiritualité. Elle échangera une correspondance avec les grands de ce monde, papes, évêques, rois, reines, seigneurs et nobles. Son livre Simple médecine est illustré d'un herbier avec des recettes sur l'utilisation des plantes pour les soins, mais aussi la beauté. Hildegarde est aussi connue pour ses écrits et chants spirituels. Majesté, je m'intéresse au secret de la longévité et je tenais à vous faire part d'une recette qui a prouvé son efficacité, que j'ai nommée la recette des gâteaux de la joie, avec comme ingrédient principal la farine d'épeautre. C'est un anti-inflammatoire naturel, anti-infectieux, cuivre et zinc. La recette est composée de beurre, sucre, œufs, cannelle, noix de muscade et clous de girofle. À l'automne 1154, Henri et Aliénor, accompagnés de leur fils Guillaume né en 1153, prennent le bateau pour l'Angleterre. Ils sont couronnés rois et reines le 10 décembre 1154. Henri de Plantagenet devient Henri II, roi d'Angleterre. Aliénor, infatigable, traverse souvent la Manche, visitant les terres de son époux et les siennes, les administrant en véritable chef. Ces voyages perpétuels ne lui font pas peur. Elle les entreprend souvent enceinte, car elle aura 8 enfants avec Henri II, dont les plus connus, Henri le Jeune, Richard Cœur de Lion,
Aliénor d'Angleterre et Jean sans Terre. Ces 10 années sont pour Aliénor des années épanouissantes, vivant pleinement sa vie de reine et de femme. Son époux remet de l'ordre dans le royaume d'Angleterre, ce qui plaît beaucoup à Aliénor, qui prend part à l'administration du royaume. Elle rédige des actes en son nom propre, mais aussi au nom du roi. Il se partage ainsi à maintes reprises la gouvernance des provinces. Elle délivre des ordres de paiement, parfois libellés en son nom propre. Elle rend aussi la justice si besoin. On verra des achats de vin faits par la reine et on suppose qu'encouragés par son exemple, les marchands de vin de Guyenne vont reprendre le chemin des ports anglais et finiront par faire une sérieuse concurrence à la bière anglaise. Comme elle l'avait fait précédemment à la cour de France, Aliénor prend soin de transformer ces vieilles demeures anglaises pour les rendre plus confortables, plus luxueuses. Pour cela, elle fait des achats de toiles de lin pour des nappes, des coussins, des tentures et fait venir fréquemment des épices comme le poivre, le cumin, la cannelle, des amandes pour la pâtisserie qui serviront aussi pour la toilette tel le lait d'amande. Sentez Guenièvre, quelle senteur merveilleuse! Oui, ma reine, votre peau est encore plus douce et nos cuisinières utilisent à présent toutes ces nouvelles saveurs que votre époux apprécie aussi pour lui donner grande vigueur. De par son enfance et son héritage familial, entourée de troubadours, elle favorise l'amour courtois, cet art poétique et délicat destiné à la gente féminine, ce qui modifiera le regard des hommes sur les femmes. Majesté, pour votre santé, 2 conseils. Un pour une digestion facile, consommez régulièrement du fenouil. Et je joins une recette à la violette pour vos maux de tête. L'année 1158 voit l'apaisement des querelles entre le royaume de France et l'Angleterre. En Angleterre, la relation du couple Henri II Aliénor se dégrade avec l'arrivée de Rosemonde, qui devient la favorite du roi. Finit leur belle entente qui a duré 14 ans. Mon roi m'a choisi. Pour lui, je suis la plus belle blonde de la cour d'Angleterre et j'éprouve pour lui de profonds sentiments. La reine me déteste, me hait même. Aliénor, qui a été la fidèle alliée du roi en toutes circonstances, va devenir son ennemi, aussi déterminée à le détruire qu'elle a été à le seconder. Isabeau, préparez mes bagages sur le champ. Majesté, combien emporterez-vous de mal? Toutes. Nous partons pour l'Aquitaine. Bien, Majesté, bien. Aliénor se détourne de l'Angleterre pour redevenir duchesse d'Aquitaine. On la voit désormais agir en mère et non plus en épouse. Au cours des visites sur ces terres, elle prend des décisions d'importance. Inspirée des conventions maritimes en Méditerranée, elle fixe les bases du droit maritime. Le recueil codifié a pour titre « Rôle d'Oléron » ou encore « Jugement d'Oléron ». Ces codifications régissent le droit maritime avec promulgation en 1160. C'est l'origine de la loi actuelle de l'amirauté britannique et du droit maritime moderne.
La vie est douce en Aquitaine. Dans ses différents palais, Aliénor, entourée de ses enfants, donne fêtes et tournois, dont le roi Henri II ne fait pas partie. Les provinces continentales destinées aux enfants sont, pour Henri le Jeune, la Normandie, le Maine et l'Anjou,
les terres de son père. Pour Richard le Poitou et l'Aquitaine et Geoffroy la Bretagne. En 1169, Henri II fait couronner roi son fils Henri le Jeune, sans lui donner pour autant le moindre once de pouvoir. Le jeune homme en prend ombrage et cherche à se révolter contre son père. Dans cette révolte de 1173, il a le soutien de son frère Richard, de sa mère Aliénor, ainsi que du roi de France, Louis VII, et des puissants barons anglais. La révolte échoue. Aliénor, pour échapper aux hommes de main de son époux, se déguise en homme et s'enfuit avec un groupe de jeunes poitevins. Ils sont arrêtés et faits prisonniers. Suite à cela, Henri II garde Aliénor prisonnière au royaume d'Angleterre et la sépare de ses enfants. Elle va de château en château selon le bon vouloir du roi. Elle n'est pas réellement captive, mais totalement coupée des événements qui se déroulent sur le continent et placée sous surveillance en permanence. Majesté, une missive venue du palais. Ah, j'espère que c'est une bonne nouvelle. Nous avons la douleur de vous informer du trépas de votre fils bien-aimé Henri le Jeune, survenu... Oh. Continuez, s'il vous plaît. Suite aux sollicitations avant son décès auprès de Sa Majesté votre époux, votre réclusion va être allégée. Quelle nouvelle! Nous allons enfin pouvoir retrouver un peu de liberté. La mort d'Henri le Jeune fait de Richard, dit Richard Cœur de Lion, l'héritier de la couronne d'Angleterre. 6 ans plus tard, en 1189, la mort du roi Henri II Plantagenet permet à Richard de libérer sa mère. Nous voici complètement libérés après 15 ans de captivité. Elle a alors 67 ans. Elle a accumulé de véritables trésors d'énergie pendant sa retraite forcée, ce qui lui permet de faire face aux années à venir qui seront pour elle très chargées, les plus ardentes et les plus mouvementées de toute son existence. La reine se rend désormais de ville en ville, de château en château, libérant partout les prisonniers et faisant rendre justice à tous. Cette longue réclusion lui a permis de réfléchir et de pouvoir s'ouvrir aux problèmes de son temps. Elle révèle un sens pratique et une conscience des besoins du peuple. Il est important qu'une unification soit faite sur les produits, les marchandises, pour favoriser la prospérité économique du pays. Elle établit une mesure de capacité uniforme pour les grains, les liquides, une même toise de longueur pour les draps, une seule monnaie pour faciliter les échanges commerciaux entre les différentes contrées sur l'ensemble du royaume d'Angleterre. Le 3 septembre 1189, j'ai la joie de voir Richard couronné roi, sous le nom de Richard Ier d'Angleterre. À peine couronné, il souhaite quitter hâtivement l'Angleterre pour mettre à exécution son projet de croisade. Cette mission est impérieuse pour les chrétiens. Il s'agit de délivrer le tombeau du Christ entre les mains des Mahométans. Les terres de Richard sont confiées à sa mère Aliénor. Elle rejoint son fils en Sicile, mais pour ce voyage, elle est accompagnée de Bérengère,
fille du roi de Sanche de Navarre et future épouse de Richard Cœur de Lion. Je suis émue et inquiète à l'idée de rencontrer mon futur mari, Majesté. Bérangère, ne vous inquiétez pas. Rassurez-vous, mon fils adoré est un homme des plus charmants et je suis persuadée qu'il vous rendra heureuse. Je vous remercie pour votre sollicitude, Majesté. Si Aliénor accomplit ce long et périlleux voyage, c'est qu'il est indispensable que le roi d'Angleterre ait un héritier légitime. Pendant ce temps-là, son fils Jean Santerre, ainsi que le roi de France, Philippe Auguste, essayent de profiter de l'absence d'Aliénor et de Richard pour récupérer leurs terres. La littérature s'emparera de cette période pour son héros, Robin des Bois. Aliénor fait face pour maintenir l'ordre. Cependant, elle doit affronter une nouvelle épreuve, car le retour de Richard se fait attendre. Voilà plusieurs mois que notre roi a pris la mer. Les jours passent et on est toujours sans nouvelles. Oui, alors qu'un grand nombre de croisés sont déjà de retour. Les mois passent et la reine Aliénor sera bien seule pour les fêtes de Noël. Toujours cette attente qui n'en finit pas. Je viens de recevoir une missive m'informant que le roi Richard est fait prisonnier par l'empereur d'Allemagne et celui-ci réclame une rançon colossale en vue d'une possible libération. Qu'allez-vous faire, Majesté ? Eh bien, je vais réunir la somme demandée et l'apporter moi-même. Votre présence à mes côtés me sera un précieux réconfort, mesdames. À la suite des manœuvres du roi français Philippe Auguste, le duc Léopold V de Babenberg capture Richard, près de Vienne, à l'automne 1192. Richard l'a en effet publiquement insulté durant la Troisième Croisade. D'abord emprisonné à Dürstein, Autriche, il est ensuite livré à l'empereur Henri VI, qui le détient au château de Trifels, Allemagne. Ce dernier réclame une rançon de 150 000 marks d'argent, équivalent à 2 années de recettes du royaume d'Angleterre. La nouvelle, aussitôt répandue, sème la consternation dans le royaume d'Angleterre. Aliénor, appuyée par les barons, se charge de réunir la colossale somme d'argent et escorte en personne le précieux convoi. Richard, enfin libéré, retrouve l'Angleterre. Cependant, durant les 10 ans de son règne, il ne séjournera que quelques mois dans le royaume d'Angleterre et n'apprendra jamais l'anglais. Toujours aussi active, Aliénor commence à penser au repos, mais avant cela, elle aura pris soin de veiller à la réconciliation de ses 2 fils. Maintenant, entre elle et les bruits du monde, se dressent les murs de l'abbaye de Fontevraud, son abbaye de prédilection où elle s'est retirée. Elle n'a plus qu'à se consacrer à la prière, la lecture et la méditation. Son fils Richard l'a fait demander car il est mourant, suite à un malheureux accident sur ces terres du Poitou. Par la mort de ce fils tant aimé, tous ses espoirs s'écroulent. Elle a eu 5 fils, et sur les 5, seul Jean Santerre demeure vivant. À 77 ans, pouvait-elle encore agir ? Il faut trouver une solution, elle qui a toujours souhaité transmettre son héritage. Comme Richard n'a pas d'héritier, elle doit veiller à l'avenir du royaume, mais aussi de ses terres d'Aquitaine et du Poitou, qui ont été protégées des guerres. Durant ce demi-siècle, elle y constate des avancées dans différents domaines. Tels que les moulins,
mus par la force hydraulique, qui servent à moudre le blé et la moutarde, brasser la pierre et activer le tour à bois. Cette prospérité se mesure aussi par une intense activité dans le bâtiment, des ouvrages avec des voûtes en arc brisé. C'est le début du gothique. Partout de nombreuses constructions, des travaux d'art, des hôpitaux et des villes entières. Des églises, Notre-Dame de Lanton, qui appartient au seigneur du Captal de Buch, l'église Saint-Éloi d'Andernos-les-Bains. Les bâtisseurs dans la région du Sud-Ouest font preuve d'une grande habileté technique. Le trait le plus marquant est l'expansion économique, comme l'essor des villes et la mise en valeur des campagnes, avec pour préoccupation une meilleure utilisation des ressources naturelles, développer l'élevage et l'exploitation des forêts. La reine accomplit pleinement ses devoirs féodaux. À l'âge qui aurait pu être celui de l'abandon, du découragement, on la voit au contraire animée de sagesse, capable de mener une action efficace au moment où toute son œuvre semble s'écrouler. Sur mes 10 enfants issus de mes 2 mariages, je n'ai plus que Jean Santerre et Aliénor. Les autres sont décédés, ainsi que mes 2 époux. Après cette année 1199, très mouvementée et tragique pour elle, on la retrouve pourtant franchissant les Pyrénées. Elle a alors 80 ans. Elle se rend auprès de sa dernière fille, Aliénor, mariée au roi de Castille. Elle agit en tant que mère, grand-mère et reine. Dans la cour de Castille se trouvent ses 3 petites filles. Aliénor regagne la France avec Blanche, qui devient reine de France sous le nom de Blanche de Castille, de par son mariage avec Louis de France. C'est elle, Aliénor, qui a tout fait pour installer sa petite fille sur le trône de France, cette place qu'elle avait elle-même occupée des années plus tôt. Cependant, elle n'assiste pas au mariage et se retire à l'abbaye de Fontevraud, située en Anjou, sur les terres des Plantagenets. Elle y fait réaliser les gisants polychromes pour les tombeaux d'Henri, son époux, Richard, son fils et elle-même, au cœur de la nécropole royale. Jean Santerre fera réaliser le 4e gisant pour sa femme Isabelle. Aliénor a su triompher d'elle-même, vaincre l'adversité avec courage et détermination pour faire face à ses devoirs de femme mais aussi de reine. Tout au long de son existence, elle fut une femme en avance sur son temps. Mon sang royal coule dans les veines d'un grand nombre de têtes couronnées d'Europe, de France, d'Angleterre, d'Espagne et de Sicile. Et l'Aquitaine lui doit une grande prospérité. Nous retrouvons les descendants d'Aliénor. Saint Ferdinand et Saint Louis font tous les 2 partie de la maison de Castille, car ils sont cousins germains, mais aussi arrière-petits-fils d'Aliénor d'Aquitaine. Ferdinand III, né en 1198, fils d'Alphonse IX, de Léon et de Bérengère de Castille, petite fille d'Aliénor. Il reçoit une éducation chrétienne et chevaleresque. Ferdinand devient roi de Castille en 1217, puis de Léon. Politiquement, il va réunifier ces 2 royaumes. De par ses reconquêtes, il sera aussi roi de Tolède et de Galice. Sa préoccupation, lutter contre les hérétiques.
La veille de ces batailles, il passait la nuit en prière. Son principal étendard était une image de la Vierge. Son règne est celui d'un conquérant, d'un chef intrépide, habile dans l'art de la guerre. Mon fils fera la reconquista de la péninsule du sud de l'Espagne, avec la prise des villes de Cordoue, Murcia, Tolède et Séville, face aux Moors. C'est d'ailleurs par cette action qu'il sera canonisé en 1671 par le pape Clément X. Pour mener à bien cette reconquête, il souhaite la présence, à ses côtés, de Pedro González, plus connu sous le nom de Saint-Elme. Un collège d'Arcachon portera son nom. Né en 1190 en Espagne, il fut nommé doyen de chapitre de la cathédrale de Palencia. Vaniteux, il voulut traverser la ville sur un cheval superbement paré. Sous les applaudissements de la foule, son cheval se cabre et le renverse dans la boue. L'orgueilleux cavalier, humilié, se relève confus et dit : « Puisque le monde se moque de moi, je me moquerai de lui à mon tour. » Dans la solitude, il dompte son orgueil. Dans le jeûne et la prière, il devient un exemple de pénitence et d'humilité. Il abandonne son statut de dignitaire pour se faire humble et enfant de Saint-Dominique. À la cour de Ferdinand III, il vécut dans les mêmes conditions que dans son cloître. L'ignorance des populations enflammait sa charité, sa soif d'instruire, de consoler les habitants des campagnes et tout particulièrement les marins espagnols. Les mères Bérengère de Castille pour Saint Ferdinand et Blanche de Castille pour Saint Louis auront toutes deux des qualités politiques, de négociation, de gestion qui leur permettront d'administrer leurs royaumes respectifs en l'absence de leur fils cousin germain. En cela, elles montrent bien qu'elles sont les dignes héritières de leur grand-mère, Aliénor d'Aquitaine. Mon fils Louis est né à Poissy en 1214. Son père est Louis VIII, roi de France. Il deviendra roi à l'âge de 12 ans sous le nom de Louis IX. Il sera chevalier, courageux et combatif, souverain, habile et sage, mari empressé autant que fidèle. Il apparaîtra comme le modèle du roi chrétien. Louis IX a 34 ans, part en croisade et après 6 ans d'absence sera tourné tout entier vers la sainteté. Il se mortifie et n'hésite pas à nourrir lui-même les lépreux. Cela ne l'empêche pas d'agir en politique avec fermeté et sans naïveté, conscient des intérêts de son royaume. Il fut canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII. Louis IX, Saint-Louis, et Ferdinand III, Saint-Ferdinand, restent les monarques les plus admirables du Moyen-Âge, avec un intérêt commun, libérer le tombeau du Christ à Jérusalem. Plusieurs siècles plus tard, nous sommes ici dans l'église Saint-Ferdinand, édifiée en 1854. À l'origine, c'est une chapelle dédiée aux marins et à leurs familles, dont le premier curé fut l'abbé Jean-François Xavier Mouls, initiateur de la création de l'édifice. Elle a été construite sur le terrain privé d'un généreux donateur. Et cette chapelle doit son nom à vous-même et en votre honneur, cher cardinal, car votre prénom est précisément Ferdinand. Sur cette cloche, j'ai fait graver ce que m'inspire Arcachon, une ville en devenir. Hier la nuit, aujourd'hui l'aurore,
Demain, la lumière. La devise sera finalement légèrement modifiée par le premier maire d'Arcachon, Lamarque de Plaisance, en « Hier la solitude, aujourd'hui village, demain cité », et symbolisée par les couleurs noir, blanc et jaune, lors de la séparation de la Teste le 2 mai 1857. L'ancienne église, détruite par un cyclone, fut remplacée en 1900 par l'église actuelle de style néo-roman. Le clocher est surmonté d'une statue du Sacré-Cœur, haut de 4 mètres, faite par le sculpteur Edmond Chrétien et posée en 1927, statue qui veille encore aujourd'hui sur le quartier des Marins et sur les âmes des Arcachonnais. On peut voir en son sein la statue de Saint Ferdinand. Nous avons fait de grands sauts dans l'histoire du Moyen-Âge, allant de France aux confins de l'Orient, en passant par l'Angleterre pour vous conter l'histoire d'une femme hors du commun qui a façonné notre région et dont nous sommes tous fiers, Aliénor d'Aquitaine.
remercier la municipalité d'Arcachon et les autorités religieuses sans qui ce spectacle n'aurait pas pu être réalisé. L'Office du tourisme et des services municipaux. Ce spectacle était présenté par l'association Arc-en-Ciel avec la participation de l'association Angel. Nous remercions tous les bénévoles qui se sont investis pour retracer la vie d'Aliénor d'Aquitaine. Le texte était de Maryse Cazenave et Christiane Mouls. Les chorégraphies sont de Christiane Mouls. La mise en scène, le montage son, le montage vidéo du décor sont également de Christiane Mouls. Ce spectacle a été filmé et il sera très bientôt disponible pour votre plus grand plaisir. Nous espérons vous avoir fait passer un excellent moment et nous vous disons à très bientôt pour la suite de l'histoire.